Vigne Audio présente Le Serment calabrais par Adrien Vigne, lu par Pierre-François Orsini. Chapitre 5. 20 ans, un CAP de plombier en poche pour amadouer la mama, et alors que je perdais mon temps à traîner avec mes cousins et leurs amis, tout en rendant à mon oncle des services de livraison de contrebande, je fis une rencontre qui allait changer le cours de ma vie. Ce jour-là, Gianni avait insisté pour m'accompagner, et Tito, désœuvré, avait suivi. Au volant de la camionnette au logo bleu-azur, Lavanderia Professionale, l'une des multiples sociétés de mon oncle, je traversais la ville pour nous conduire au port. Gianni, à son habitude, était insupportable. Assis côté passager, vitre baissée, poussant du coude son frère assis entre nous deux, il sifflait les filles en commentant vulgairement leur physique. Je m'étais promis de rester calme. Arrivé devant le poste de garde du port, je ralentis et sur un signe amical du gardien qui me connaissait, je nous dirigeais vers le mess des officiers pour y décharger des nappes, serviettes et torchons propres. Je récupérais le linge sale, contrôlais le bon de prise en charge que je devais signer et remonter à bord. Mes deux cousins n'avaient pas bougé. « Bon, on peut y aller maintenant ?» s'énerva Gianni qui semblait ne plus connaître d'autre façon de s'exprimer. Sans un mot, j'embrayai. Au lieu de nous diriger vers la sortie du port, j'engageai la camionnette dans le dédale des allées formées par les milliers de containers stockés derrière le quai. Tito s'extasiait devant les empilements de containers, les grues et les énormes portiques qui les déplaçaient. Son frère lui intima de la fermer. Pour une fois, je partageais l'avis de Gianni. « Tu sais où tu vas, au moins ?» Je fus moins enclin à laisser passer la remarque de Gianni. « C'est toi qui as voulu venir, alors ferme-la aussi et laisse-moi me concentrer. » Quelques secondes plus tard, j'arrêtai la camionnette devant un container numéroté et laconiquement lâchai à Gianni, tandis que je sortais de la cabine. « C'est ici. » Nous étions devant l'un des nombreux containers qui servaient de cachette à la contrebande que nous utilisions localement. Dans celui-ci étaient stockés plusieurs centaines de cartons de cigarettes que je devais livrer cette semaine-là, selon une répartition précise à diverses drinne au service de la famille Gorbani, la famille dominante sur la ville de Gioia Tauro et ses environs. J'engageai une clé dans le cadenas qui fermait le container. La lumière du jour éclaira l'intérieur alors que Tito m'aidait à ouvrir en grand les deux battants. Les cartons, au nom de diverses grandes marques de cigarettes, étaient empilés, ne laissant qu'un étroit passage central pour accéder jusqu'au fond. Gianni entra le premier. Tito me passa une lampe torche. Je produisis la liste que mon oncle m'avait remise et leur indiquai le nombre de cartons à décharger de chaque marque. Ce n'était pas ma première visite à un stock de contrebande. Ne souhaitant pas traîner plus longtemps que nécessaire, j'eus rapidement bouclé la liste que Don Ricci m'avait donnée, précisant aux deux autres de bien la respecter. Les choses se gâtèrent lorsque Gianni insista pour en charger plus que prévu. Je refusai, arguant des instructions précises de son père, mais, têtu, Gianni força Tito à rajouter plusieurs cartons pour son propre trafic. Je compris alors pourquoi Gianni avait souhaité m'accompagner. La course se faisant sous mon nom et non sous le sien, les cartons manquants se sauraient lui être imputés. J'enrageais de m'être fait rouler aussi facilement. Alors que les deux connards étaient déjà remontés dans la cabine me laissant seul refermer le container, je claquai violemment les portes arrière de la camionnette après avoir disposé du linge pour masquer la cargaison et revins au volant. Sans un mot, je démarrai et me dirigeai vers la sortie du port. Une surprise nous y attendait. Aux côtés du gardien, un groupe de civils armés pas franchement avenants nous attendait devant la barrière baissée. Tito fut le premier à réagir. « Merde, on est bon pour une fouille du camion !» Le gardien me fit signe de m'arrêter. Pris de panique, Gianni m'intima d'accélérer et de passer outre. Avec Tito assis entre nous deux, Gianni ne put me forcer en appuyant lui-même sur la pédale d'accélérateur, ce qu'il aurait fait sans l'ombre d'un doute si son frère n'avait pas représenté un obstacle. Je coupai le moteur. « T'es con ou quoi ?» Tito lui répondit à ma place. « Où crois-tu pouvoir aller ? C'est Vitelli devant. »« Qui ça ? » ?»« Vitelli, le bras droit des Gorbani. Là, on est sérieusement dans la merde avec tes conneries. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Laisse-moi faire, je vais les baratiner. » Vitelli s'approcha et s'adressa à Gianni par la vitre ouverte. « Descendez les clowns,
qu'on vérifie votre chargement des fois que vous chercheriez à nous refaire encore une fois. » Je compris que Vitelli avait effectivement Gianni dans le collimateur. Sur cette injonction, Gianni descendit. « Lâche-nous, Vitelli, le padre nous attend. » Je trouvai brièvement Gianni courageux de faire face à ce petit groupe armé. Du calme de ceux qui en ont vu beaucoup et savent qu'ils maîtrisent la situation, Vitelli répondit suavement. « Mes boss à moi, ils m'ont dit, vérifie ce que les petits merdeux de Don Ricci emportent. »« Tu sais à qui t'as affaire, connard ?» Tito, effrayé, intervint. « Il voulait dire à une tête de nœud qui se prend pour un petit caïd. » Gianni fit un pas en avant et tenta de bousculer Vitelli. Immédiatement, ses hommes de main pointèrent leurs armes tandis que Vitelli crochetait Gianni qui atterrit par terre. Profitant que personne ne faisait attention à moi, je me glissai sans bruit hors de la cabine et contournai la camionnette. J'ouvrais les portes en m'assurant de faire un maximum de bruit, jetai du linge au sol tout en articulant à haute voix ma liste à la main. 50 Camel, 50 Stuyvesant, 50 Benson. Le silence se fit. J'entendis un pas qui s'approchait. Vitelli apparut. Souriant, je lui tendis la liste. C'est bien le compte prévu. Il me dévisagea, interloqué. Ses hommes formaient un cercle menaçant derrière lui, Tito et Gianni dans leur dos, sur la pointe des pieds, tentant de comprendre ce qui se passait. Le compte est bon, oui ou non ? J'ai un rencard avec une blonde que je ne voudrais pas rater. Tandis qu'il vérifiait mon coffre, l'incrédulité que je lus sur le visage de Vitelli me fit penser que j'avais poussé le bouchon un peu loin. Il me fixa une seconde, puis explosa de rire. « Hé, Gianni, qui c'est celui-là ? Je l'ai jamais vu ?» Ce fut Tito, soulagé, qui lui répondit. « Notre cousin, Giorgio. » « Vraiment ?» Je sentis le regard de Vitelli qui m'observait alors que Tito m'aidait à ramasser le linge étalé au sol et que je refermais la porte de la camionnette. Tandis que Tito répétait en boucle que nous l'avions échappé belle, je conduisais en silence. Celui de Gianni emplissait la cabine d'ondes négatives. J'attendais qu'il explose, ce qui ne manqua pas. « T'es con ou quoi ?» Puis, prenant Tito à témoin et se tournant vers moi, « Cet abruti leur a montré la cargaison !» Je ne disais toujours rien, les yeux fixés sur la route. Gianni tout à coup comprit. « Attends un peu, t'as bien chargé tout ce que je t'ai demandé. Si je n'avais pas déchargé tes cartons, à l'heure qu'il est, on nourrirait les poissons du port. » La colère monta d'un coup et je stoppai brutalement la camionnette au milieu de la route. « Je ne les ai jamais arnaqués. C'est après toi qu'ils en avaient. Toi et tes magouilles à la con. Lorsque le gardien t'a vu, il a averti Vitelli. Voilà ce qui s'est passé. Ils avaient compris pour tes cargaisons précédentes. Alors viens pas me faire chier. Si tu veux retourner au container, tu trouveras tes cartons devant. Moi, j'en ai assez. » J'ouvris la portière pour descendre tandis que derrière nous, des conducteurs impatients klaxonnaient. « Giorgio a raison, Gianni. Ils sont moins cons qu'ils en ont l'air. Moi aussi, j'en ai marre de tes combines. Ce que je veux, c'est jouer en première division dans un grand club du Nord. Je retourne à l'entraînement et j'arrête les conneries. Tire pas la tronche, fratellino !» C'est fini pour moi. Je vais l'annoncer à papa. Bon courage, mon vieux. Sur cette note réconfortante, je remontai et redémarrai. À compter de ce jour, et alors que je venais de lui sauver la vie, Gianni m'ignora. Il n'était pas dans ma nature de m'attacher émotionnellement. Aussi, cela ne me dérangea pas. Chapitre 6. Dans les semaines qui suivirent, mon oncle ne posa aucune question, mais ne pouvait avoir manqué de remarquer la froideur des relations entre Gianni et moi. Peu de temps après, il m'informa qu'un de ses contracteurs avait besoin de main-d'œuvre sur un chantier et que je devais m'y rendre. J'acquiesçai. Le lendemain, je mélangeai à la pelle du sable, des graviers et du ciment pour la réalisation d'une chape en béton, lorsque le patron s'approcha. « Une voiture va passer d'ici peu. Ton oncle souhaite que tu suives l'homme qui la conduit et fasses tout ce qu'il te demande. » Je hochai la tête et repris le travail. Peu avant la coupure du déjeuner, une Lancia s'arrêta devant le chantier. Sur un signe affirmatif du patron, je posai ma pelle. À peine je fus assis, le conducteur démarra sans me dire. Il sortit de la ville et se dirigea vers les contreforts de l'Aspromonte. Je n'osais pas le dévisager et me plongeai faussement dans la contemplation du paysage, tout en me demandant ce qui m'arrivait. Le conducteur roulait vite, mais sans excès, suivant une route sinueuse qui nous mena bientôt dans des bois de châtaigniers et d'oliviers qui me rappelèrent les forêts de mon enfance. Mes pensées dérivèrent brièvement vers ce passé lointain
jusqu'à ce que mon chauffeur ralentisse et quitte la route pour s'engager sur un chemin de terre qu'il suivit jusqu'à atteindre une clairière. Il sortit de la Lancia et, comme je l'imitais, je pus enfin découvrir son visage. Grand et sec, le visage émacié et déformé sur sa joue gauche par une cicatrice. Il était vêtu d'un fin pull à col roulé et d'un pantalon en lin. Ses cheveux blancs, coupés en brosse, m'indiquèrent un début de calvitie, alors qu'il se penchait pour ouvrir le coffre de sa voiture. Je lui donnai une 50aine d'années. Mes pensées se figèrent lorsqu'il se redressa et brandit un automatique dans ma direction. « Tu m'écoutes ?» Notre sauveur serait revenu sur terre et que je n'aurais pas plus bronché. J'acquiesçai en avalant ma salive. Il sortit un chargeur d'un sac. « Tu engages le chargeur ici, tu libères le chargeur en appuyant là. Le cran de sécurité est ici. » Il me fit la démonstration une fois, puis me tendit l'arme et le chargeur. Je soufflai intérieurement de soulagement et répétai ses gestes. Il saisit un automatique similaire dans son sac, le chargea. « Tu es droitier ?» J'acquiesçai. « Tu contrôles l'arme avec ta main droite, la fourche entre ton index et ton pouce, haut sur le busc, l'index aligné sur la culasse comme cela. C'est ta prise de l'arme. Plus elle est haute, mieux tu contrôles son recul. Une fois en main, l'automatique doit être bloqué et faire corps avec toi. Tu tiens l'arme à 2 mains, pouces superposés en avant vers la cible. Poignet verrouillé, comme cela. À toi. » Je soupesai l'automatique et appliquai ses instructions à la lettre. Une fois que je tins l'arme en main, il attrapa le canon de l'automatique et tenta de le secouer, mais je tenais l'arme fermement. « Ta main droite contrôle l'arme. La gauche vient apporter de la pression pour t'assurer de son bon maintien. La bonne pression, c'est juste avant que ton bras tremble. Capito ?» Il me fit signe de ne pas bouger, s'avança jusqu'à un tas de bois, redressa une bûche et revint vers moi d'un pas tranquille. Il tint son arme à 2 mains comme il venait de m'en faire la démonstration, visa la bûche et vida son chargeur. La bûche recula à chaque impact. « À ton tour. Compense le mouvement de l'arme qui va tirer tes bras vers le haut. » J'essuyai une main moite sur mon pantalon, ôtai le cran de sécurité et m'assurai de tenir l'automatique comme enseigné. Le balafré ajusta la hauteur de mes bras, fit un pas en arrière alors que je vidai le chargeur. La première balle toucha la bûche, mais les autres s'envolèrent, au-dessus. Il me tendit un nouveau chargeur. « Recommence !» Puis un autre. « Encore !» Et encore un autre. Je sentais maintenant le départ des munitions, maîtrisais mieux la poussée et le recul de l'arme. Après avoir vidé 6 chargeurs d'affilée dont les 2 derniers atteignirent la bûche sans dévier, il me tendit un nouveau chargeur. « Celui-là, tu le charges et tu mets le cran de sécurité. » L'excitation et l'adrénaline qui s'étaient emparées de moi mirent quelques instants à redescendre. J'avais vu des armes, brièvement tenues, certaines entre les mains, mais jamais auparavant je n'en avais utilisé. Un sentiment d'invincibilité m'habita. Le balafré m'abandonna et retourna à la Lancia, fumer une cigarette. 1 minute plus tard, calmé, je montai dans la voiture. Nous retrouvâmes bientôt la route sinueuse qu'il suivit à nouveau. Je contemplai l'arme que je tenais dans le creux de ma main et ne fis plus attention au paysage, jusqu'à ce que le balafré ralentisse. Nous étions arrivés dans un village de montagne que je ne connaissais pas. La place que dominait l'église était déserte. Les volets en bois des maisons étaient fermés, le soleil à son zénith, le village sous la torpeur de l'heure de la sieste. Le balafré arrêta la Lancia devant l'unique commerce ouvert du village, un bar-épicerie. « Retire le cran d'arrêt. À partir de maintenant, tu fais exactement comme moi, sans discuter. » Nous pénétrâmes dans le bar sombre et frais, agitant l'immanquable rideau plastique qui en protégeait l'entrée contre les mouches, mais pas contre les assassins. Un homme, solitaire, debout derrière le comptoir, tourna la tête à notre arrivée. Comme il m'en avait fait la démonstration, le balafré leva son arme et vida son chargeur sur l'homme, tout en avançant vers lui. Je visai la cible et fis de même. Le bruit assourdissant des doubles détonations de nos armes emplit l'espace. Les balles touchaient l'homme, mais aussi, lorsqu'il s'effondra, les verres et les bouteilles sur les étagères derrière lui, ajoutant une note plus claire à chaque explosion. L'homme, projeté contre le mur, s'était affaissé au sol. J'avais vidé mon chargeur. Le balafré aussi. Le silence revint soudainement, troublé par des chutes de débris de verre et quelque part, derrière le comptoir, le glouglou d'une bouteille qui se vide. Je me trouvais bête, planté là sans plus savoir que faire. Le balafré sortit une nouvelle arme, contourna le comptoir, tira un coup de grâce dans la tête du cafetier et, prudent, sortit du bar, l'arme pointée devant lui en m'entraînant. Le soleil et la chaleur m'éblouirent lorsque je franchis le seuil.
Je sautai tellement vite sur mon siège que mon front heurta le cadre de la voiture. Nous repartîmes dans un crissement de pneus sans que qui que ce soit se soit manifesté. Ce moment avait quelque chose d'irréel. L'avais-je réellement vécu et non pas imaginé ? Je tremblais de tout mon corps. Le balafré conduisait très vite, cette fois-ci, me ballottant de droite et de gauche. Mon automatique glissa sur le plancher de la voiture. Heureusement, le chargeur était vide. Au détour d'un virage, j'eus le temps de lire le nom du village. Plati. C'est normal, la première fois. Tu verras, ça passe avec le temps. Pourquoi l'a-t-on... On ne pose jamais de questions. On nous dit, on exécute et basta. C'est comme ça, la loi. Tout en poursuivant sa conduite sportive, jetant un œil à l'automatique que je n'avais pas osé ramasser, il ajouta ironique. La prochaine fois, pense à remettre le cran de sécurité de ton arme. Un peu plus tard, il gara la Lancia sur une avancée surplombant un ravin. Prends ton arme et suis-moi. Face au ravin, il libéra le chargeur qu'il jeta bientôt, suivi de l'automatique, dans le vide. Sans poser de questions, je fis de même. Une règle à laquelle tu ne dois jamais déroger après une mission, tu te débarrasses toujours de l'arme que tu as utilisée. Ne la garde jamais sur toi. Il m'observa un moment en hochant la tête. Tu t'en es bien tiré, Giorgio. Don Ricci avait raison. Il sera fier de toi. J'avais visiblement réussi un examen de passage comme le suggérait l'utilisation de mon prénom et le ton moins froid de mon mentor. Je venais de franchir un pas de géant dans ce qui allait devenir ma carrière. Enfin, l'une d'elles. Chapitre 7. J'avais passé une mauvaise nuit. La veille, tout était allé trop vite. Je n'avais pas relié l'exécution de Plati avec celle de mon père et de Giuseppe, bien des années plus tôt. C'est le son du coup de grâce se répétant en boucle dans mon cauchemar qui me hanta cette nuit-là. Je tirais non pas sur la figure du barman, mais sur celle de Giuseppe. Le lendemain, alors même que le meurtre ne fit pas l'objet d'une ligne dans le journal, j'eus soudain une forte envie de solitude. À 22 ans, je ne possédais pas de domicile propre mais une chambre dans l'appartement de ma mère et une autre chez mon oncle. La mamma était trop envahissante et la maison de mon oncle, habitée par mon oncle, et Gianni. Je me réfugiai dans le cabanon d'une magnifique plantation d'orangers sur les hauteurs de Palmi. L'été battant son plein, loin de la saison de la cueillette des oranges, je ne risquais pas d'être dérangé. Il m'arrivait d'y entraîner parfois des conquêtes d'une nuit. L'abri était équipé rudimentairement d'une couchette et d'eau courante. Je n'avais nul besoin de luxe, j'avais simplement besoin de me retrouver seul. J'étais troublé par mes souvenirs et questionnais les sentiments qui m'avaient traversé dans la clairière puis aplati au moment du meurtre. Le sentiment d'invincibilité ressenti en tenant une arme pointée sur une cible. Le droit de vie et de mort que cela donnait à son porteur. La puissance que dégageait chaque coup de feu. Toutes ces sensations, je les revivais mais, à y bien réfléchir, il y avait en moi autre chose qui m'habitait que je n'arrivais pas à identifier. Savoir cet homme assassiné de ma main, ne rien ressentir, ni remords envers lui, ni trouble pour moi, me laissait indifférent. Je ne ressentais aucune pulsion d'agression, de mort ou de destruction, loin de là. J'éprouvais simplement une forme de sérénité, sans enthousiasme ni excitation, comme la satisfaction du devoir accompli. Malgré tout, il manquait une explication, une pièce maîtresse au puzzle de ma personnalité que je n'arrivais toujours pas à cerner. Mais une autre question plus immédiate m'interrogeait. Elle n'était pas philosophique vu mon caractère, mais pratique. Pourquoi avais-je vu et revu en boucle Giuseppe et non mon père dans mon cauchemar ? Giuseppe n'étant pas de mon sang, tout comme l'inconnu de Plati, cela signifiait-il que leur meurtre ne devait pas compter à mes yeux ? Alors, seul le sang qui coule de notre famille revêtait-il une importance ? La nécessité de le venger ? Était-ce là le message subliminal de mon inconscient issu de ma culture calabraise pour me disculper de tout remords ? La nuit suivante, le cauchemar disparut. Apaisé, je cessai de m'interroger sur ce point. Je restai plusieurs jours dans le cabanon, ne sortant que pour m'approvisionner et de longues marches solitaires dans les plantations d'orangers et de bergamotiers. Pour passer le temps et m'occuper l'esprit, je pris sur moi de réparer le muret de pierre sèche derrière le cabanon. C'est une coutume locale entre agriculteurs. Service contre service. J'usais du cabanon, en échange, je redressais le muret. Alors que je peinais à déplacer les plus grosses pierres, perdues dans mes pensées, je cherchais toujours une réponse pour comprendre le sens de mon existence.
Je dormais peu. Le soir, sous le ciel bleu nuit constellé de mille feux, je sortais le matelas et m'allongeais pour contempler les étoiles. Plus d'une fois, je me surpris à penser à Ettore, mon père, et à tenter de le rattacher à l'une d'elles. Je ne ressassais pas le passé et ne lui posais pas de questions auxquelles il n'aurait de toute façon pas répondu. C'était son image, ou de fugaces moments de bonheur partagés ensemble qui surgissaient dans ma mémoire pour disparaître quelques secondes plus tard sans que je puisse les retenir. Nous partagions nos solitudes. Lui, là-haut, moi, en bas. C'est alors que je réalisais ce qui m'habitait et me différenciait du monde qui m'entourait. L'indifférence. Une indifférence profonde vis-à-vis du monde dans lequel je vivais, des êtres que je rencontrais. Je vivais au jour le jour sans rien attendre de personne, à commencer de moi-même. Jusqu'à cette nuit, je n'y avais guère attaché d'attention, imaginant que ce sentiment était un état permanent, naturel, vécu par tout un chacun, une forme de distanciation mentale pour protéger les êtres dans une bulle propre à chacun. Je réalisais qu'en vérité, contrairement aux personnes que j'avais rencontrées tout au long de ma vie, je n'avais, moi, d'empathie pour personne sur cette terre. Tous ceux que je croisais ne présentaient pour moi qu'une profonde indifférence, meublée par des mots vides de sens et des codes sociétaux bien établis. Je vivais parmi eux, mais sans eux, depuis toujours, sans m'en rendre compte. Mon indifférence, pour la victime de Platy, me révélait ma véritable personnalité. Celle d'un être insensible aux émotions, à la joie, à la peine, solitaire dans un monde à lui. Confronté à la mort de deux proches sur la terrasse de sa maison, le petit garçon sans réaction, anesthésié par la violence du choc émotionnel, avait pour toujours perdu toute capacité à ressentir une émotion. À moins que cela ne couvait déjà dans mes gènes et que l'assassinat de mon père n'ait été qu'un déclencheur. Qu'il en fût ainsi ou pas, cela ne changeait rien. Je n'étais pas malheureux, loin de là. Je vivais dans un simulacre de vivre ensemble, voilà tout. Mais je vivais. La réponse s'imposa parce que je prenais pour la première fois le temps d'y réfléchir. Si l'existence avait un sens pour chacun, si chacun était guidé par un but dans la vie, celui qui se dessinait pour moi était tout simple. Contempler l'agitation du monde comme une représentation sans fin, jouer dans le grand théâtre de la vie et dans laquelle je jouerais ma partition comme on le commanderait. Cela me comblait amplement, je n'attendais rien de plus, ni rien de mieux de la vie. Vivre sans affect, sans attachement constituait une cuirasse qui m'évitait ainsi bien des souffrances. Ayant résolu ce qui me taraudait et fort de cette prise de conscience, j'abandonnai les lézards et les autres reptiles qui se chauffaient autour de moi sur les pierres des murets brûlés par le soleil pour retourner en ville. Retrouvez Giorgio dans les romans Le Calabrais et La Malédiction calabraise, la suite de la trilogie calabraise, disponible sur le site des éditions Spinel et sur mon site avigne.com.